cher Valérie pour cette présentation. Alors, je pense qu'Antoine Carapo a raison de dire que le génocide des Tutsis rwandais a été le plus jugé de tous les crimes de masse dans la mesure où justement les Gacaca ont pris en charge plusieurs centaines de milliers de personnes devant ces juges et que, alors, il y a près de 2 millions de dossiers qui ont été jugés au Rwanda par ces fameuses juridictions Gacaca. Et plus sûrement encore, le génocide des Tutsis rwandais de 1994 a été le plus diversement jugé. Vous avez rappelé l'ensemble des procédures dont il a fait l'objet. Je voudrais m'attacher ici à deux instances judiciaires particulières et à essayer de voir comment toutes deux, malgré leur diversité, peuvent permettre de produire des sources aux historiens et aussi souligner que les historiens ne sont pas dépendants des décisions judiciaires et qu'il faut à ce titre ne pas se laisser en tant qu'historien prendre dans l'interprétation judiciaire des faits et que la justice, en particulier celle du DPR et des Gacaca, peuvent permettre de produire un matériau extrêmement précieux pour écrire l'histoire du génocide des Tutsis. Donc je vais commencer peut-être par les témoignages et développer ensuite sur les Gacaca. Donc je vais donner quelques éléments de contexte. Le DPR a été fondé, créé le 8 novembre 1994 par la résolution 955 du Conseil de sécurité, donc par la communauté internationale qui avait assisté passive au massacre du printemps 1994. C'est donc un tribunal ad hoc, calqué sur le modèle de celui pour l'ex-Yougoslavie qui avait été créé un an plus tôt en 1993. Et ce sont deux tribunaux pénaux internationaux qui vont avoir les mêmes règles de fonctionnement et la même procédure. Voilà. Donc, de leur côté, le contexte au Rwanda en juillet 1994 est très différent. Donc, les nouvelles autorités rwandaises, qui sont issues de la victoire du Front patriotique rwandais, dont l'armée a mis en déroute les forces qui avaient orchestré le génocide, tente de faire face à une situation sécuritaire, politique et sociale extrêmement difficile. Il faut bien avoir à l'esprit qu'en juillet 1994, le pays, le Rwanda, est un charnier à ciel ouvert, littéralement. C'est un pays qui est vidé de sa population, soit qu'elle a été assassinée, soit qu'elle est en fuite dans les camps du Congo, et c'est un pays complètement détruit. Donc on imagine dans quelles conditions un système judiciaire aurait pu se reconstruire. Donc, la contre-reconstruction du système judiciaire va passer d'abord par la réhabilitation des institutions de manière plus générale. Parce qu'il faut savoir que les organisateurs du génocide ont pris soin, par exemple, de détruire tous les bâtiments administratifs, de vider les caisses de la Banque nationale, c'est vraiment un État qui se retrouve à terre. Et donc, il y a aussi une autre spécificité du génocide qui est très vite documenté et pris en compte par les autorités rwandaises, c'est le fait que, et là c'est une des spécificités du génocide des Tutsis, qu'il a vu impliquer dans sa perpétration une large part de la population civile. Et quand on dit une large part de la population civile, en fait on n'a pas dit grand-chose. Parce que cette spécificité, c'est que le génocide des Tutsis est un crime de proximité. Ce sont des voisins qui ont assassiné leurs voisins, même pour la première fois dans l'histoire, assisté à des crimes intrafamiliaux, des crimes au sein des églises, les massacres ont lieu dans les églises, perpétrés par des catholiques, sur des catholiques. Donc, toutes ces spécificités-là sont très bien documentées dès la fin du génocide, et c'est, à mon avis, ce qui explique la forme prise par les Gacaca, dont la création ne se résume pas à un simple calcul statistique. On a souvent avancé qu'effectivement, le nombre d'accusés qui était colossal, donc à la fin des années 90, environ 120 000 personnes qui sont encore en prison pour des faits liés au génocide, et que si le Rwanda entendait emprunter le cours des institutions judiciaires normales, eh bien il faudrait plus de 100 ans pour les juger. C'est un argument qui a été longtemps avancé pour justifier la mise en place des Gacaca qui ont été juste mis en place pour accélérer le cours de la justice. Or, il y a un autre argument qui me semble fondamental, notamment si on réfléchit aux relations entre les Gacaca et ce qu'elles peuvent apporter à l'histoire du génocide,
c'est que les gachachas sont en quelque sorte le miroir de ce qu'a été le génocide, dans la mesure où elles vont s'ancrer précisément dans les voisinages où ont lieu les massacres. Et dans les textes préparatifs de la mise en place des gachachas, il y a cette idée très forte chez les autorités rwandaises de ramener le crime dans les communautés où il avait été commis. Et donc, le jugement du génocide va être pris en charge par les acteurs eux-mêmes sur les lieux mêmes des crimes. Donc il y a une relation très forte entre les spécificités du génocide et la forme même des gachachas. Et c'est peut-être ce qui fait, on les a très mal comprises en France ou dans les pays occidentaux en particulier. Il y a beaucoup d'ONG de défense des droits de l'homme qui ont beaucoup critiqué les gachachas d'un point de vue, on va dire, légal, et n'ont pas forcément perçu l'intérêt qu'elles pouvaient avoir en termes de génération de récits pour les acteurs sociaux. Et donc, cette forme de justice va être mise en place à partir de 2001, et ce sont donc les voisins qui vont juger leurs anciens voisins sur les lieux des crimes de génocide. Pardon, combien de procès en tout? Alors, on ne sait pas le nombre exact de procès, puisque les chiffres dont on dispose, c'est le nombre de dossiers. Oui, combien de dossiers? 1,9 million de dossiers, mais un accusé peut avoir plusieurs dossiers, puisqu'ils ont été jugés dans tous les endroits où vous avez commis des crimes. Donc là, c'est encore vraiment une précision au service national des juridictions gachacha, ou replonger donc dans les archives des gachacha pour savoir le nombre exact de personnes qui sont passées devant ces gachacha, y compris pour les actes de pillage, qui sont extrêmement importants. La majorité des procès gachacha, des dossiers, sont des dossiers liés au pillage. Et là, on parlait la dernière fois au séminaire, mais souvent, il y a une forme de trompisme qui s'exerce sur le massacre lui-même et on oublie trop souvent les actes de pillage et de destruction des biens qui ont été, eux, pris en charge par les gachachas aussi parce qu'ils sont très importants pour les rescapés. Donc voilà, on s'est en tout cas une justice extrêmement massive, là encore, comme le génocide lui-même avait été massif. Et tout a été noté, consigné, filmé? Alors tout n'a pas été filmé, il y a des archives filmées à Kigali, mais à ma connaissance, il y a 34 000 cartons d'archives gachacha qui se trouvent donc aujourd'hui à Kigali et qui attendent évidemment que des chercheurs travaillent sur ce type d'archives pour pouvoir documenter et écrire l'histoire du génocide. Alors juste une petite remarque, pour ensuite le mettre en balance avec le DBIR. C'est que l'histoire qui s'est décrite dans les gachachas, c'est une histoire à partir de la parole des acteurs sociaux. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de cadre procédural extrêmement sévère, strict, comme l'est au DBIR, comme le sont les témoignages devant le DBIR. Il y a eu une grande liberté de parole dans les gachachas qui n'était pas engoncée dans des normes juridiques. Et donc, il y a des millions de témoignages qui ont été portés devant ces tribunaux et qui sont évidemment intéressants, notamment parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ces tribunaux ont organisé une forme de proximité très forte avec le crime et que le temps du procès est devenu aussi le temps du génocide. Et donc dans la langue, dans la gestuelle, eh bien, les acteurs ont revécu le génocide, donc on a des témoignages extrêmement précis sur ce qui s'est déroulé sur les collines et sur les quartiers. Je vais juste ajouter, à propos des gachachas, qu'on va avoir une histoire extrêmement mosaïque, très parcellaire, puisque c'est des tribunaux très micro-locaux, et qu'on aura, en tout cas, ça sera une tâche immense des historiens à l'avenir de mettre bout à bout ces différents morceaux du puzzle pour écrire une histoire globale du génocide, une histoire nationale qui, à mon avis, devra passer par la multiplication des monographies. Ah, alors il faudrait, oui, alors si c'est pas suffisamment clair, les gachachas sont donc ces tribunaux populaires, non professionnels, qui se sont mis en place, oui, parce qu'apparemment il y a une... Oui. Oui. Hein, c'est une originalité, ça n'existe dans aucun autre génocide. Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'est les voisins qui allaient juger leurs voisins. Sans avocat, sans magistrat. Informel, ça commence dans les prisons. Sans magistrat, alors peut-être sans qu'il faut avocat. raconter un peu. Alors, je vais raconter. Donc, c'est les voisins qui vont juger leurs voisins. Et une des conditions pour être élu juge, c'est qu'il ne faut pas être juriste, ni avocat, c'est une des conditions. Donc, c'est pas une justice dévolue à un corps professionnel particulier.
Donc les juges sont élus à partir de 2001, 2002, il y a plusieurs salles d'élection, et ce sont donc des citoyens ordinaires qui vont instruire et juger les personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des crimes. Sur les collines et dans les quartiers. Donc là, c'est encore une fois ancré dans les territoires et dans les mondes sociaux. Voilà, j'espère que c'est oui, c'est assez... Oui. Voilà. Donc, alors, on en était à tous les cartons qui allaient servir. Voilà. Donc, tous les cartons d'archives qui vont servir à écrire, donc je pense, on espère, cette histoire du génocide. Alors, peut-être la difficulté pour les chercheurs occidentaux, dans le petit groupe dont on fait partie à l'école, on essaye tous d'apprendre le Kinyarwanda, c'est qu'évidemment ces archives sont en Kinyarwanda exclusivement, mais c'est une très bonne chose aussi que les acteurs sociaux puissent s'exprimer dans leur propre langue, ce qui a permis également de voir dans la langue même comment le souvenir du génocide apparaissait et que ça faisait surtout apparaître qu'il y avait une véritable langue du génocide qui apparaissait dans les procès. Donc on avait aussi accès aux représentations des acteurs et en particulier des tueurs, puisque là les tueurs nous parlaient, certains beaucoup et extrêmement précisément, ce qui était très difficile pour les victimes comme on peut l'imaginer, et ils ont donc décrit toute une gamme de pratiques de tuerie. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à travers les gachachas, on perçoit quel degré d'autonomie, de quel degré d'autonomie les tueurs locaux disposaient, évidemment, avec le blanc-seing de l'État, avec cette forme d'impunité qu'assurait le génocide de l'État. C'est vraiment dans la dimension horizontale du génocide, dans les voisinages, qu'on pénètre lorsque on entre dans une gachacha. Donc, les victimes accusent et racontent, et les tueurs répondent. Et se justifient, s'expliquent, racontent. Alors, ce qui fait débuter le procès, c'est les aveux des tueurs. Donc, c'est pas la parole des victimes qui fait débuter forcément. Sur les aveux qui déclenchent. Voilà, c'est les aveux qui déclenchent, et ensuite, l'Assemblée va examiner la véracité des aveux, leur caractère exhaustif. Voilà. Donc c'est à partir des aveux que vont se construire les audiences. Mais il faut bien s'imaginer aussi ce que c'est une gachacha. Physiquement, topographiquement, c'est un lieu dans lequel on est très très éloigné par exemple de la cour d'assises française. Il n'y a pas de palais de justice, il n'y a pas de séparation entre les parties, donc ni de séparation de voix parce qu'il n'y a pas d'avocat, ni des parties civiles, ni pour les accusés, et il n'y a pas de séparation spatiale. Les gens sont extrêmement proches. Donc il y a une proximité sociale avant le crime, pendant le crime, et qui est reconduite au procès. Donc là encore, on est dans l'espace du génocide lorsque on entre dans une gachacha. Et les condamnations? Les condamnations, j'ai vu les chiffres en tête, mais... 1 700 000 à peu près. 1 700 000. 800 000. Alors ce qui est important, c'est qu'il y a là, on peut calculer le chiffre exact de personnes qui ont été condamnées pour leur participation donc, dans les premières catégories et les deuxièmes catégories. La première catégorie donc, correspond aux personnes qui ont commis des violences sexuelles et qui étaient en position d'autorité pendant le génocide. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les exécutants, donc les tueurs locaux, qui étaient dans les illitéros, les groupes de tueurs. Eh bien, il y a 800 000 personnes. Voilà, et ils sont condamnés à quoi, enfin, majoritairement? Alors, les lois ont évolué. Ils ont été majoritairement condamnés à des travaux de peine d'intérêt général. Beaucoup ont fini ensuite leur peine de prison puisqu'ils étaient en prison depuis longtemps. Et par contre, il y a eu des peines extrêmement sévères qui ont été prononcées par les tribunaux gachacha à aller jusqu'à 30 ans de prison. Et je précise que la peine de mort a été abolie au Rwanda en 2007. Et donc, clairement, il n'y a pas eu de condamnation à mort qui ont été prononcées par les juridictions gachacha. J'aurais peut-être dire 2 mots du TPIR pour terminer. Là, on est dans un espace, une procédure qui est radicalement différente des gachacha, parce que les gachacha, c'était un principe de proximité qui les organise, proximité avec l'événement, avec les acteurs, avec les lieux du massacre. Avec le TPIR, on est plutôt dans un principe de distance, distance au lieu. Le siège du
TPIR est à Arusha, en Tanzanie. Distance parce que les juges du TPIR sont des juges internationaux qui, pour la plupart, ne sont jamais allés au Rwanda, ne se sont jamais rendus sur les lieux. Donc tout ce qu'ils vont voir de ce pays et de son histoire va leur être rapporté par des photographies ou des schémas que vont essayer de dessiner les témoins aux audiences, et distance également à la langue, puisque au TPIR, il y a des traductions. Donc même si les témoins s'expriment en kinyarwanda, les juges, eux, reçoivent la parole des témoins en anglais ou en français. Et je voudrais quand même souligner à travers deux petits exemples, deux pour exemple, la contribution qu'a pu avoir le TPIR à l'écriture de l'histoire du génocide, et surtout pour... tribunal pénal international qui s'est tenu dès 1994. Voilà. Il y a actuellement un certain nombre, voilà, on parlait du négationnisme tout à l'heure, de personnes qui tendent à dire que le TPIR n'aurait finalement aucun discours sur l'histoire du génocide, qu'il n'aurait pas trouvé les cerveaux du génocide, et que du coup, il n'y aurait pas de génocide puisque le TPIR n'aurait pas prouvé. On va juste revenir sur les deux premiers procès du TPIR qui ont posé directement, dans leur jugement en tout cas, la question de savoir s'il y a eu un génocide au Rwanda en 1994. C'est le procès Akayesu, donc 1998, et le procès Keishima, mai 80, donc le jugement date de mai 1999. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le procès Akayesu, les juges vont entendre des témoignages qui n'ont absolument rien à voir avec le cas d'espèce, en l'occurrence ce maire de Taba, qui est donc accusé d'avoir fait assassiner et violer une partie de sa commune. Il va y avoir des témoins indirects établissant précisément le contexte, le fait qu'il y a bien eu un génocide au Rwanda, et parmi eux, il y a un ancien médecin de MSF qui s'appelle Ronnie Zakaria et qui a raconté donc, à cette période ce dont il avait été témoin à Butare et aussi à Gitarama dès les premiers jours du génocide. Et je voudrais juste vous citer un très court extrait de sa déposition devant le TPIR qui montre bien que dès cette période, il y avait donc c'est aussi sur ces témoignages que les juges se sont appuyés pour dire oui, il y a eu un génocide au Rwanda en 1994. Donc je vous cite brièvement la déposition de Ronnie Zakaria à propos de l'hôpital de Butare. Je suis revenu à l'hôpital, il était environ 16 h, et cette fois-là, on m'avait dit que le reste du personnel de MSF, on m'a dit que Nadine et Rose, qui étaient Tutsis, avaient été amenés et battus à mort derrière l'hôpital. Ils m'ont également dit que Sabine avait été amenée et tuée également. Je connaissais l'origine ethnique de Sabine. Elle était Hutu, Sabine. Elle travaillait pour ses soldats, elle a soigné ses soldats, les soldats des femmes. J'étais donc très choquée. J'ai dit, mais pourquoi on a tué Sabine? Sabine était enceinte de 7 mois. Elle était Hutu, mais son mari était Tutsi. L'enfant, on m'a dit qu'au Rwanda, l'enfant qui naît est de même origine ethnique que son père. C'est pour cela que Sabine devait être tuée, parce que l'enfant à naître serait Tutsi. Fin de citation, et donc c'est pour montrer par les types de témoignages qui ont été portés, et donc ce qui sont appuyés. Et je reviens juste sur un autre exemple à propos du deuxième jugement du TPIR, qui est celui donc, de l'ancien préfet de Kibuye, qui est en Keishima. Et c'est une des rares affaires dans lesquelles le procureur a diligenté des enquêtes médico-légales, sur lesquelles il me semble très intéressant en tant qu'historien de s'appuyer pour avoir une approche de la phénoménologie du massacre. Et là encore, les résultats de cette enquête médico-légale montrent bien qu'on est dans une violence génocide et pas du tout dans une guerre interethnique, puisque sur les quelques 500 corps qui vont être exhumés et examinés par les équipes du docteur Bilagoun à la fin 95, début 96, eh bien, la majorité des dépouilles sont des femmes et des enfants de moins de 15 ans. Et on est là dans cette atteinte caractéristique à la filiation qui fait la spécificité des génocides, mais pas d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue anthropologique, historien. On est clairement dans une violence génocide. Voilà,